Meiraliten, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je fais une review du livre qui s'intitule L'Afrique noire industrielle, écrit par Rudy Massamba. Alors, l'Afrique noire industrielle, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Je vous propose de découvrir tout ça en 5 points clés. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Donc, je suis Lakabassa, je suis blogueuse. J'écris des articles sur l'histoire africaine, sur sa mémoire. Et tu peux retrouver tous mes articles sur mon site internet www.lakabassa.com. Si tu penses que ce type de vidéo peut intéresser une personne de ton entourage, n'hésite pas à le taguer en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et si tu m'entends clairement, mets-moi un OK. Si tu m'entends moins bien, mets-moi un KO. Et je te propose sans plus tarder de commencer à répondre à cette question. Alors, le premier point qu'on va aborder ici, mais qu'on ne va pas vraiment aborder, c'est la biographie de l'auteur. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment important quand on analyse un livre de savoir qui sont les personnes qui se trouvent derrière les idées. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un article sur l'auteur qui s'intitule Le génie africain présent d'Enda Rudy Massamba, que tu peux retrouver sur mon site internet. D'ailleurs, je mets tout de suite le lien en dessous dans les commentaires, comme ça tu pourras directement cliquer après la vidéo, après le live, tu pourras éventuellement savoir qui est Lenda Rudy Massamba, quelles sont ses motivations, comment il en est arrivé à écrire ce livre. Ok. Alors maintenant, tu me demandes, Lakabassa, de quoi parle ton livre? Alors, le livre de Rudy Massamba, L'Afrique noire industrielle, parle d'évidence d'industrie et d'Afrique, mais je pense que c'est important de définir, hein, ça peut avoir l'air trivial comme ça, mais je pense que c'est important de définir ce que c'est que l'industrie. Donc, l'industrie ou l'industrialisation, c'est un ensemble de processus qui vont avoir un impact social et un impact économique et qui vont en fait permettre d'améliorer les rendements en termes de production. Donc, quand on parle industrie, on parle économie d'échelle, ça veut dire qu'on va produire beaucoup et que ça va nous coûter moins cher. On parle division du travail ou travail à la chaîne. On parle de production de masse, on parle de machines automatisées. Et je vais te faire apparaître le livre, parce que du coup, si je te le montre comme ça, tu le vois à l'envers. Donc voilà, il apparaît juste là, le livre de Lena. Pour moi, si je devais résumer ce livre en 2 mots, je dirais que c'est un plan pauvreté. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision stratégique qui propose des solutions concrètes pour éradiquer la pauvreté du continent. Et je trouve que ce livre est d'autant plus intéressant que, contrairement aux autres livres ou aux autres articles, parce que tu as quand même tu trouves quand même beaucoup de contenu en ce qui concerne l'industrie en Afrique, où tu as toujours le même constat, c'est-à-dire que voilà, on sait que ça ne va pas, mais on n'a jamais, on ne parle pas des solutions concrètes qui permettent de faire en sorte que ça aille mieux. Donc pour moi, c'est un livre intéressant parce qu'il ne s'arrête pas uniquement à ce qui ne va pas, il va au-delà, il propose des solutions qui sont vraiment concrètes. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre et pourquoi il est vraiment intéressant, c'est que je pense je peux dire peut-être pour la première fois, l'Africain est au cœur de son destin, quoi. Il est au centre, il est responsable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette position de victime ou de mendiant où on va être en train de se plaindre et dire oui, bon, c'est la faute des colons, c'est la faute des autres. Là, clairement, l'auteur prend le parti de dire c'est la faute des Africains. Les Africains, faites preuve de volonté politique. Les Africains, réveillez-vous. Parce que du coup, si l'Africain est le mal, l'Africain est forcément le remède. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Donc, on n'est plus dans cet état d'esprit de fatalité où on a l'impression que la pauvreté, c'est une maladie finalement qui n'aurait pas de solution. Et c'est un livre
qui démystifie honnêtement la notion d'industrialisation en Afrique. Ça ne veut pas dire que ça le simplifie, mais quelque part, oui, parce que c'est accessible à tous. Et quand j'ai terminé de lire ce livre, je me suis dit, waouh, mais pourquoi est-ce que on n'applique pas simplement les instructions, en tout cas les mesures qui sont proposées par l'auteur? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, ça m'a semblé en tout cas pertinent de parler du livre. Donc, ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est l'organisation du livre. Alors, le livre, il est organisé en 3 parties principales. La première partie, c'est un petit peu un rappel historique sur l'histoire de l'industrialisation. Donc, tu as un petit peu, du coup, toute la partie qui va être industrialisation d'abord en Angleterre, puisque l'industrialisation commence en Angleterre. Ensuite, tu as du coup un petit peu la suite en Europe continentale et aux États-Unis. Et le but de cette partie, c'est vraiment de te montrer toutes les étapes qui ont été suivies par l'Europe pour rattraper le retard par rapport à l'Angleterre. Dans cette partie, tu as aussi l'essor de la Chine industrielle pour te montrer comment est-ce que la Chine la Chine d'hier, entre guillemets, est devenue la Chine d'aujourd'hui. Je pense que le but de ce rappel est simplement de montrer les étapes et les mécanismes qui ont été faits il y a plusieurs siècles, mais qui prévalent encore aujourd'hui et que l'Afrique devrait simplement suivre. Par exemple, le fait d'attirer les talents qui sont en Europe, notamment, on va dire, les Africains qui travaillent déjà dans des industries à l'étranger, de les rappeler en Afrique, de rappeler aussi les jeunes ingénieurs qui sont diplômés et formés ici pour qu'ils travaillent en collaboration avec ces experts-là, d'investir voilà, dans des centres de formation, d'investir dans des usines, etc. etc. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette partie. La partie qui va vraiment m'intéresser, c'est la deuxième partie, c'est la partie qui va vraiment s'intéresser aux industries. Et la troisième partie, voilà, c'est vraiment une proposition, comment dire ça? Pour moi, c'est un peu comme si le ministère de l'Éducation nationale, pour embrasser cette vision économique, proposait de mettre en place un système d'éducation nationale pour que les jeunes Africains soient des techniciens et des experts qui vont maintenant, qui vont embrasser cette vision industrielle de l'Afrique. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement dans cette vidéo, c'est du coup surtout la partie industrielle. Et alors, Lenda, il parle de 9 industries, si je me souviens bien. C'est qui sont l'industrie du pétrole, l'industrie du gaz, l'industrie de l'électricité, de l'eau, l'agroalimentaire, le textile, le BTP, les métaux et l'industrie pharmaceutique, si j'ai rien oublié. Je pense que pour vraiment comprendre sa vision stratégique et la structure du livre, ça m'a semblé important de prendre en fait en exemple un secteur en particulier et de vous montrer un petit peu comment ça se déploie dans le livre pour que vous puissiez comprendre la logique. Parce que même si on change le secteur, même si on change d'industrie, l'organisation du livre et la logique industrielle ne changent pas. Alors, là, ce que je fais, c'est que d'abord, je vous fais un petit peu grosso modo la logique en termes de structuration des chapitres, et ça va aussi être la logique industrielle. Et après, on va prendre un exemple en particulier, donc ce sera l'industrie du pétrole, et on va essayer de creuser un petit peu plus. Alors, la logique de l'ENDA, c'est quoi? C'est d'abord de faire un constat. Ça va être ça, faire le constat, c'est-à-dire faire un état des lieux, voir ce qui ne va pas et un petit peu mettre en avant certaines contradictions. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la chaîne de valeur. Je pense que c'est pour moi la partie peut-être, allez, une des parties les plus intéressantes, on va dire. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des procédés qui vont nous faire passer de la matière première brute au produit fini ou de la source d'énergie à la source d'énergie utilisable. Et dans la troisième partie, du coup,
Tu as une description en fait de l'ensemble des acteurs qui vont participer dans cette chaîne de valeur-là. Le point 4, c'est le point industrialisation de l'Afrique, tout simplement. C'est un peu la question comment appliquer ces principes qui existent à l'échelle du continent. Et dans la partie 5, sur laquelle on passera assez rapidement, c'est l'impact économique sur le continent en termes d'emploi ou de nombre d'emplois. La sixième partie, c'est voilà, le développement d'un marché africain. Et puis, il y a une partie que j'appelle la partie bonus. La partie bonus, c'est la partie sur l'impact de l'environnement. Donc, voilà, voilà. Alors, ce que je te propose, c'est de passer en mode présentation parce que dans le livre, il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes. Je trouve que c'est plus parlant quand c'est visuel. Donc, on passe en mode présentation tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, deux choses. Deux choses. La première, c'est que la production pétrolière, donc là, on va suivre un petit peu le cheminement dont je parlais tout à l'heure avec un exemple concret qui est l'industrie du pétrole. Donc, la première partie, comme je vous l'expliquais, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'essentiel de la production pétrolière africaine aujourd'hui, elle sert essentiellement à l'exportation. Et le deuxième constat, c'est que euh, les entreprises qui vont être responsables de la production de ce pétrole sont des entreprises essentiellement non africaines. Alors, si on s'attarde maintenant sur cette carte qui est extraite du livre de Rudy, vous voyez en fait en bleu, bleu pâle, ou les pâles comme vous voulez, en fait ce sont les principaux pays producteurs de pétrole. En tête, bien sûr, le Nigeria, puis vous avez voilà, le Cameroun, les deux Congos, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Gabon, etc. Et vous avez aussi le Niger, même s'il n'est pas en bleu. Et en gris, vous avez les pays qui peuvent potentiellement être producteurs de pétrole. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quoi? C'est que si on regarde par exemple là, au niveau de la côte de la côte atlantique, à partir par exemple, je sais pas moi, tiens, de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'Angola, on remarque que tous les pays qui se trouvent à ce niveau, par exemple, sont les pays producteurs de pétrole. Alors, l'auteur nous invite en fait à nous interroger. Si tous ces pays-là au niveau de la côte sont des pays qui sont producteurs de pétrole, ça veut dire qu'ils ont en fait la même composition au niveau des roches, au niveau des roches géologiques. Donc pourquoi est-ce que en fait en dessous, par exemple de l'Angola, la Namibie ne pourrait pas être un pays producteur de pétrole alors que l'Afrique du Sud l'est? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux appliquer en fait cette logique à aux autres pays qui se trouvent au niveau de la côte, au niveau de l'océan Indien, tu vois, au niveau de la région des Grands Lacs, avec le Mozambique et la Tanzanie, et là, au niveau aussi de la Corne. Donc, quand tu regardes cette carte, tu vois honnêtement le potentiel africain en termes d'industrie pétrolière, et ça te choque d'autant plus que le continent ne soit pas leader dans la production en fait du pétrole. Et cette contradiction, elle est mise en exergue notamment avec le cas du Nigeria qui est l'un des pays qui produit le plus de pétrole en Afrique mais aussi dans le monde. C'est-à-dire que pour satisfaire sa consommation locale en produits pétroliers, le Nigeria doit souvent importer des produits pétroliers. Ça n'a pas de sens. Alors, le problème, c'est quoi? C'est un problème, c'est clair, pour le Nigeria, mais c'est aussi un problème pour le continent parce que si le Nigeria ne peut pas approvisionner euh, ses consommateurs au niveau national,
comment pourrait-il approvisionner les autres pays qui ne sont pas forcément producteurs de pétrole? Ces produits-là, ces pays-là, du coup, vont être obligés de faire appel, enfin, du coup, d'importer leur pétrole en l'achetant au prix du dollar. Et ça fait un petit peu cher. Et donc là, dans la partie 2, on parlait de chaîne de valeur. Ça aussi, c'est un schéma qui est extrait du livre de Lenda Rudy Massamba. Je trouvais que c'était très parlant d'avoir ce schéma-là pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, toutes les étapes qui vont te permettre de passer de la matière première au produit fini, quoi. Et donc, dans un premier temps, tu as la partie exploration, prospection. C'est une partie, en fait, c'est simplement la localisation du pétrole. Où est-ce qu'on peut trouver le pétrole? Alors là, je t'ai fait un petit schéma qui vient du site connaissancesdesénergies.org. Si tu veux vraiment en savoir plus, je t'incite à aller sur ce site internet. Il est bien fait, il y a de bons schémas. Par exemple, là, tu as le schéma donc de l'exploration du pétrole onshore, c'est-à-dire sur le continent, puisque le pétrole, peux l'extraire, l'explorer onshore ou offshore, donc sur la terre même ou sur la mer. Et donc, en gros, tu vas avoir, hein, grosso modo, des ingénieurs, des géologues qui vont envoyer des ondes dans la roche et en fonction de la réaction de ces roches à ces ondes, ils sauront dire si les roches contiennent du pétrole ou pas. Et donc, dans un deuxième temps, tu vas avoir le forage. Simplement, c'est la création d'un puits. Là encore, je t'ai fait un petit screen, hein, qui vient toujours du même site connaissancesdesénergies.org. Et tu vois que bah, du coup, c'est simplement euh, un, un puits qui a été fait pour extraire le pétrole. Alors, et extraire le pétrole et pouvoir définir quelle est la quantité, quelle est la quantité que la roche, euh, enfin, quelle est la quantité contenue dans la roche, voilà. Et donc, ensuite, tu vas avoir les parties développement, exploitation que moi, je préfère regrouper parce que, en gros, ça va être quoi? C'est la partie construction, par exemple, de barges pétrolières, voilà, qui vont servir à l'exploitation du pétrole. Et l'exploitation du pétrole, c'est simplement l'extraction dite, hein, du pétrole, qui ensuite va être transporté via des pipelines, via des oléoducs, via des raffineries. Via des raffineries. Et donc, c'est dans les raffineries qu'on va, entre guillemets, je vais me répéter, raffiner le pétrole, c'est-à-dire le rendre pur. Et c'est à partir de là aussi qu'on va le transformer en produit pétrolier pour la consommation, comme le gasoil par exemple, l'essence. Et après, une fois que cette partie-là est terminée, on va vendre les produits pétroliers. Donc c'est la partie commerce marketing. Donc tu vois que finalement, de façon schématique, ça n'a pas l'air ça a l'air plutôt simple à la compréhension, en tout cas, on va dire. La troisième partie, je pense que elle a essentiellement pour valeur de montrer que les grandes sociétés pétrolières ne maîtrisent pas l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur que je viens de montrer. C'est-à-dire si tu prends Total, par exemple, qui est un des géants de l'industrie du pétrole, Total ne gère pas la partie qui va être exploration, c'est pas son domaine d'expertise. Total ne va pas gérer toute la partie qui est construction de barges, etc. Donc il y a vraiment entre guillemets de la place pour que plusieurs sociétés puissent être dans le marché, dans cette chaîne de valeur. Donc comme je le disais, Total va faire appel voilà, à des sociétés d'ingénierie, des sociétés euh, parapétrolières qui vont s'occuper de la partie dans laquelle elle n'a pas de valeur ajoutée. Ok. Et donc je pense que là, pour la partie présentation, on s'arrête.
ici. Donc la quatrième partie, ça va être la partie industrialisation en Afrique. Alors ça va être un petit peu redondant parce que j'en ai parlé tout à l'heure. La partie industrialisation en Afrique, c'est entre guillemets comment appliquer les procédés qu'on a vus dans la partie 2 et 3 en Afrique, tout simplement. Et comme je disais, c'est voilà, faire appel aux, aux personnes qui ont de l'expérience, qui travaillent dans des multinationales en dehors de l'Afrique. Du coup, attirer ces talents-là en Afrique, attirer les jeunes diplômés dans des secteurs clés en Afrique, créer des centres de formation pour que les Africains puissent se former, pour que ces experts-là puissent transmettre leur savoir et qu'on n'ait plus besoin du coup d'aller à l'extérieur du continent pour répondre aux besoins à l'intérieur du continent, mais bien sûr faire aussi appel aux retraités qui ont eu une expérience dans le passé, mais qui peuvent toujours apporter à la jeunesse qui n'en a pas. Et bien sûr, pour terminer aussi, il y a le fait de favoriser, comme ça se fait en Chine d'ailleurs, les joint ventures pour qu'il y ait ce transfert technologique entre les sociétés pétrolières étrangères et les sociétés pétrolières africaines. Alors, comme je disais tantôt, je vais passer rapidement sur l'impact économique en termes de nombre d'emplois sur le continent parce que pour moi, c'est trivial que c'est un impact qui se compte en termes de millions d'emplois. Si on regarde à l'échelle, bien sûr, du continent, parce que tu vas avoir des emplois directs qui découlent directement de l'industrie par, par étape de la chaîne de valeur, si tu te souviens de ce qu'on a vu. Et tu vas aussi avoir des emplois indirects qui découlent des, comment dire ça, de la transformation de certains éléments qui sont des composants du pétrole. Puisque du coup, avec le pétrole, en fait, des dérivés du pétrole, tu fais des médicaments, tu fais des vêtements, des chaussures, tu fais des caoutchoucs synthétiques, tu fais tellement de choses, en fait. Et du coup, tu impactes aussi d'autres industries. On arrive quasiment, du coup, à la fin de, du schéma en tout cas industriel et du schéma structurel par industrie pour arriver à l'étape 6 qui est donc le développement ou la construction d'un marché africain. En ce qui concerne le pétrole, le paradoxe que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire avoir des géants au pied d'argile, hein, comme dit l'auteur, qui sont incapables du coup de satisfaire leur propre consommation, fait qu'il ne peut pas avoir de marché à l'échelle continentale. Et c'est logique. Et donc du coup, dans cette partie, l'auteur va plutôt essayer de montrer comment est-ce qu'une alliance régionale pourrait du coup venir favoriser un petit peu l'émergence du continent avec du coup des projets de construction de léoducs, de pipes pour favoriser du coup le transport d'un pays à un autre du pétrole brut. Voilà. Et il y a un truc en plus dans cette partie, c'est quelque chose de non contractuel parce que ça ne suit pas exactement le schéma structurel dont j'ai parlé, puisque dans les autres industries, vous verrez, si vous lisez le livre, vous ne le verrez pas forcément, mais je pense que c'était important en fait pour l'auteur de parler de la mauvaise gestion en ce qui concerne le pétrole, vraiment. Il parle de protection gagée, donc c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre. C'est quoi une protection gagée? Je vous explique. Donc en gros, quand une société étrangère veut faire donc de l'exploration pour savoir si euh, elle pourra extraire du pétrole dans telle partie de n'importe quel pays, elle a besoin d'une autorisation. Donc elle va voir le pays concerné, l'État, et elle vient avec un dossier, et dans son dossier, elle a déjà estimé à peu près
les réserves potentielles dans cette partie-là. Et du coup, l'État l'État a un pourcentage, quoi. L'État a un pourcentage dans la production pétrolière potentielle. Donc, qu'est-ce que l'État dit? L'État va dire, écoute, t'as pas encore trouvé de pétrole, mais ce qu'on va faire, c'est que si aujourd'hui, je pense que le prix du baril, il est à 60 dollars à peu près, hein. Disons, disons que ça se passe aujourd'hui, ok? L'État dit, bah, le prix du baril, il est à 60 dollars. Moi, je te le fais, c'est des chiffres que je dis au hasard. Moi, je te le fais, disons que je te vends ma part à, je sais pas moi, 20 dollars. 20 dollars le baril. Ça fait que du coup, en gros, je te dis, je te vends ma part pendant 5 ans à 20 dollars le baril. Ça veut dire que si tu trouves effectivement ce que tu cherches, ok, et que je devais avoir 30% tous les ans à 60 dollars le cours actuel du baril, alors je te dis, euh, paye-moi juste le prix du baril à 20 dollars aujourd'hui et pendant 5 ans, tu ne me payes pas. Sachant que les prix évoluent, bien sûr. T'imagines si le prix du baril passe de 60 et dans 5 ans, en fait, il se trouve à 100 dollars. Et en fait, pendant 5 ans, bah, l'État n'a pas eu sa part, quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. Et donc, il parle de ça vraiment dans les détails dans le livre. Il parle aussi de la décote du prix du baril. C'est quoi? C'est le fait que bah, les sociétés, enfin, les États africains, comme elles ne possèdent pas des tankers, en fait, qui sont des sortes de navires énormes pour transporter leur pétrole, elles font appel à des sociétés étrangères qui ont à cœur bah, des intérêts étrangers pour vendre son pétrole. Ça veut dire que si l'État africain dit, écoute, je veux que tu me vendes mon pétrole à un prix X, la société peut très bien vendre à un prix X et dire, bah, écoute, je l'ai vendu à X-2. Et l'État n'a aucun moyen de contrôler ça. Donc ça, c'est encore des pertes énormes latentes. Et il parle aussi de ce qu'il appelle des cargaisons fantômes. Ça, c'est vraiment pas mal. Les cargaisons fantômes, c'est quoi? C'est le fait que il est possible qu'il y ait des navires qui viennent en fait illégalement sur les côtes africaines bah, prendre du pétrole sans que l'État africain soit au courant. C'est-à-dire que bah, si la production, elle a été, j'en sais rien, moi, de 300 000 tonnes, ok, tu as un bateau qui vient tranquillement, qui détourne 100 000 tonnes, par exemple, ok, et qui disparaît avec dans la nature. Et donc la société étrangère africaine va dire, enfin la société étrangère va dire à l'État, bah, nous on n'a produit que 200 000 tonnes. Et donc du coup, elle va payer l'État sur 200 000 tonnes au lieu de payer l'État sur 300 000 tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est autant de choses que l'auteur dénonce dans son livre. Et enfin, pour terminer, la dernière partie, c'est la partie bonus, hein. C'est pas vraiment une partie, c'est pas très développé et l'auteur le dit lui-même, c'est pas un livre sur l'environnement, c'est pas son rôle. Lui, je pense qu'il a pour rôle juste d'alerter et de dire, ok, euh, quand on pense industrie, il ne faut pas omettre l'impact sur l'environnement. Il faut encourager justement la recherche pour permettre bah, aux Africains de pouvoir porter leur industrie en limitant au maximum l'impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement, sur la faune et sur la flore, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais au mieux, bien sûr, il faudra essayer de limiter en amont ou en aval, d'essayer de réparer, de restaurer. Mais euh, en aucun cas, l'environnement ne peut être un frein à l'industrialisation, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Donc là, c'est comme ça que le livre est construit. Donc on arrive enfin au dernier point, le point 5, c'est ma critique et plutôt ce que j'ai pensé du livre. Alors,
que j'ai pensé du livre? Je pense que ce livre, c'est le ministère de l'économie et des finances qui s'est marié avec le ministère de l'éducation nationale. Ils ont eu un enfant et cet enfant s'appelle l'Afrique noire industrielle. Parce que ce livre répond vraiment à la question comment sortir de la pauvreté. C'est pas un livre qui est dans la plainte, c'est pas un livre qui est vraiment juste dans le constat, c'est pas un livre qui est superficiel, c'est un livre qui est très concret et je pense que c'est un livre qui devrait d'ailleurs être étudié dans nos écoles. Hein. C'est pas un livre qui a sa place juste sur l'étagère, c'est pas un roman. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les Africains d'avoir une perspective réaliste de ce qui est possible, de ce qui est possible sur le continent. Et c'est un livre aussi pour moi qui répond à une question fondamentale qui est pourquoi y a-t-il autant de violence en Afrique? Et je rebondis sur le discours du docteur Denis Mukwege dont j'ai publié la vidéo récemment sur ma page Facebook, quand il dit que voilà, il vient d'un des pays les plus riches hein, au monde et que pourtant son peuple est le peuple le plus pauvre au monde. Encore hein, un paradoxe absurde qui est finalement le propre de l'Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse à cette violence, elle est économique et elle se trouve dans l'éducation. Tant qu'on n'aura pas des nations qui auront une économie forte, et une économie forte aujourd'hui, c'est une économie industrielle, hein, on ne pourra pas s'en passer. Tant qu'on n'aura pas une nation qui sera éduquée, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté et donc on ne pourra pas éradiquer la violence dans nos sociétés parce que de toute façon, euh, moins un pays va être industrialisé et donc fort économiquement, moins il va être éduqué et plus la violence va être importante dans ces pays-là. Donc, bah, c'est un livre que je recommande fortement. Il n'est pas trop cher, il se trouve sur Amazon si vous pouvez le commander. Je pense que c'est un livre que personnellement j'aimerais voir plus popularisé sur les réseaux. Je pense que c'est un livre qui intéresse hein, à mon sens, bah, des personnes, entre guillemets, je ne vais pas dire haut placées, mais qui ont un impact encore plus important, qui ont un impact économique, que je taguerai d'ailleurs en commentaire, parce que je pense que ce serait bien qu'on puisse, en tout cas à Paris et même ailleurs, pouvoir avoir des conférences de l'auteur, d'avoir des actions concrètes qui sont mises en place, euh, pour éradiquer la pauvreté. Et juste un dernier point avant de conclure, c'est qu'on a beaucoup parlé de transfert technologique, ce que le livre n'aborde pas, mais ce qui est abordé par l'auteur dans un autre livre qui s'appelle Debunking African Talent. C'est l'apport des inventeurs africains dans l'industrie africaine. Et ça aussi, on ne pourra pas s'en passer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'aspect transfert technologique, mais aussi à l'échelle locale, on a des gens, on a des inventeurs qui, sans transfert, font des choses remarquables et qui ne sont pas forcément passés par des grandes écoles. Et donc, il y a un génie africain qui existe et c'est vraiment bien de le mettre en avant pour inspirer aussi euh, l'avenir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais du coup voir si il y a des questions et essayer d'y répondre. Alors,
Bon, je vais lire les commentaires, hein, au cas où ça intéresse, voilà. Good, dit Habib Amoussa, de retour avant de belles choses pour 2019. Comment se procurer le livre et à combien? Alors, moi, je me suis procuré le livre sur Amazon pour 15 euros. Alors, dites-moi d'où vous regardez la vidéo, parce que du coup, en fonction de votre localisation, je pense que la façon de vous procurer le livre peut varier. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, je suis à Paris, donc c'est assez simple pour moi. Mais je ne sais pas d'où tu viens, Habib Amoussa. Dis-le-moi en commentaire. Et c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question aussi que l'auteur pourrait répondre à cette question. Comment se procurer ton livre quand on n'est pas à Paris ou dans un endroit où Amazon peut livrer, quoi. Ma Bieg, super merci. Très belle présentation instructive. Merci. Alors, il y a une personne. Naressi, je ne comprends pas l'espagnol, donc je ne peux même pas lire ton commentaire. Désolée. Mais voilà. Donc, je m'arrête là parce que je ne voudrais pas que le live soit long. Alors, peu importe le moment où tu vas regarder cette vidéo, tu peux la regarder dans quelques minutes, demain ou dans une semaine. Ça n'a pas d'importance. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai sans souci à tout moment. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'être là, tous ceux qui ont participé. Je vous invite à rester connectés. Je pense que c'est le dernier live de l'année. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!